Bien, je me suis légèrement fourvoyé, c'était pas l'épisode précédent qui marquait la fin de cette demi-saison, mais cet épisode-là. Ce qui est logique quand j'y pense, je veux dire, ouais, l'histoire avec Rumpelstiltskin, ça pouvait pas attendre plusieurs épisodes pour se régler, donc logique. Voilà, donc il y a un petit flashback autour de Rumpelstiltskin et Belle qui sont encore dans leur petite dynamique captive, maître de maison, qui où Rumpelstiltskin parle d'une espèce de gantelet magique qui n'apparaît donc que maintenant, qui n'est introduit que dans cet épisode, qu'il a pris à Camelot et qui correspondrait à... Il sert à pointer la faiblesse des gens. Et apparemment, il suffit de dire leur nom, un truc comme ça, c'est pas rendu très clair. Et donc, bon, il est content, il a ça, seulement voilà, peu de temps après, Belle est attirée par... Pongo, me semble-t-il, le dalmatien dans les bois est capturé. Oui, ça a l'air d'être Pongo, c'est pour ça que je trouve bizarre, je vais revenir dans une minute. Donc elle est capturée et on envoie un message holographique à Rumpelstiltskin, très princesse Leia, hein. Aidez-moi Rumpelstiltskin, vous êtes mon seul espoir, hein, c'était trop ça. Où elle dit j'ai été capturée et on veut le bracelet en échange. Comme par hasard, ça fait quoi ça fait quoi quelques jours qu'il l'a, un truc comme ça, enfin bon. Donc il se rend au point de rendez-vous et il découvre que, au début, bon, ça semble être Maléfique, mais en fait, il n'y a pas que Maléfique, il y a également Ursula, et il y a également Cruella. Alors déjà, Ursula ne ressemble pas du tout à la Ursula qu'on a vue dans la saison 3. Est-ce que c'est une forme différente qu'elle prend quand elle est sur Terre? Ouais, c'est bizarre. Et puis donc Cruella, et elle décide de faire une espèce de ligue, une alliance de méchantes, putain de merde, c'est tellement con. Où se dit, ah, elle est méchante, mais gars, jamais, peut-être qu'en se mettant ensemble, ok, juste un truc. Je sais pas ce que vous voulez faire avec Cruella, je le dis tout de suite, mais Cruella est des lieux en dessous de personnes comme Maléfique et Ursula en termes de méchanceté, de vilainie. Cruella, d'accord, elle veut trucider des chiots, mais ça reste une humaine dans la réalité, une humaine qui est juste obnubilée par des mentons en fourrure, mais vous voyez, le principe avec ça, c'est que les méchants Disney, ils ont tous leur pouvoir à différentes échelles. Même si on peut trouver, j'en sais rien, que Lady Tremaine est meilleure que, j'en sais rien, Ursula, admettons, vous préférez Lady Tremaine à Ursula en tant que méchante, vous trouvez qu'elle est plus salope, sadique, etc., c'est tout à fait normal, mais euh, dans l'absolu, n'importe quelle personne un tant soit peu sensée préférait 100 000 fois se frotter à Lady Tremaine qu'à Ursula, parce que voilà, Lady Tremaine c'est une humaine, c'est juste une vieille peau, quoi. Dans ce qu'elle fait, elle est super vache, mais dans le cadre de l'histoire, dans la réalité, je préférerais 100 fois tomber sur Lady Tremaine que sur Ursula. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on essaye de mettre Cruella, qui est pas du tout au même niveau que les autres, ça fait forcer. Alors que je sais pas, Lady Tremaine est apparue rapidement dans Once Upon a Time in Wonderland. Ils ont plutôt correctement réussi le principe de son personnage, quoi. C'est une garce sans pouvoir qui veut contrôler la vie de ses filles et de sa belle-fille. Voilà, c'est simple. Et je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire de Cruella? J'ai pas bien compris là. Est-ce qu'elle sait manipuler les chiens? Puisque elle peut manipuler les dalmatiens. Pongo travailler pour elle, je comprends pas. C'est complètement. Ah! Et puis voilà quoi, le principe de ces trois femmes-là, c'est que, en gros, elles veulent faire une ligue pour lutter contre les gentils parce que les méchants perdent toujours. Ça part vraiment sur ce délire-là depuis le début de la saison 4, c'est complètement con, je trouve, mais... Ouais, donc ils ont décidé de voler ce gantelet, de piquer ce gantelet à Rumpelstiltskin parce que ça les aiderait. Donc elle le force à donner le gantelet pour épargner la vie de Belle. Et on apprend plus tard qu'en fait il est reparti les voir ces trois-là au même endroit, ils n'ont pas bougé. On n'avait pas plusieurs décors, on va mettre celui-là, c'est tout, hein. Donc, au même endroit, donc elles n'ont pas bougé et donc
il leur reprend le gantelet par magie parce que voilà, et on déconne pas avec Rumpelstiltskin. Et ouais, et ça se termine sur elle qui lui propose hey, tu voudrais pas te joindre à nous pour lutter contre les gentils avec notre groupe de méchants hein. Et voilà, donc ça se termine là-dessus. Et dans notre présent, le mur de glace est fondu, mais il reste une espèce de rémanence, une connerie comme ça, je sais pas trop, qui fait que à cause de la magie d'Ingrid, dès lors qu'on sort du pays, enfin de Storybrooke, ben, on peut plus en y retourner. Voilà. Parce que magie, je sais pas trop, pas compris. Ça marche comme ça, parce que voilà. C'est le principe. Bon, en gros, c'est parce qu'il restait il restait l'envie d'Ingrid que personne ne puisse entrer, enfin que personne ne puisse entrer de la ville, dans la ville. Donc voilà, dès lors qu'on en sort, parce qu'on peut en sortir maintenant, mais il n'y a plus accès, quoi. Ça disparaît, c'est comme s'il était dans une autre réalité et tout. Voilà, c'est comme au début, c'est comme le sort qu'avait lancé Regina. Euh, mais, euh, mais voilà, je comprends pas très bien pourquoi c'est resté alors que la volonté d'Ingrid est censée avoir disparu. D'ailleurs, il y a tout un truc autour de Marianne à ce niveau-là, j'y reviendrai. Enfin bref, Rumpelstiltskin a envie d'en finir un petit peu avec tout ça et il veut pas que Anna le recroise parce que si Anna le recroise, les autres sauront qu'il leur a menti et donc ce sera pas bien pour lui. Et donc il dit à Killian d'aller dire à Emma qu'il a trouvé un portail qui mène à Arendelle dans le fameux manoir qu'on a vu dès le début qui appartient au sorcier, au grand sorcier de l'apprenti sorcier, euh, qui aurait un portail qui mènerait directement à Arendelle, hein, parce que voilà, il y a une grande magie et tout. Et donc c'est le cas, ils y vont, il y a ça, mais juste avant de partir, manque de chance pour Rumpelstiltskin, sachant que ça va pas changer grand chose. Anna dit ah mais attendez, qui vous a donné cette information? C'est un grand sorcier, heureusement que tu le connais pas, c'est Rumpelstiltskin. Mais attendez, Rumpelstiltskin, je le connais. Ah c'est un sale con, il a dit qu'il ne me connaissait pas, il a menti et tout, hein, c'est louche. Alors que semblant être vexant. Il y avait une scène assez forte où Killian est forcé de dire ce que Rumpelstiltskin lui dit à travers son cœur où il essaye le plus possible de montrer à Emma qu'il est contrôlé et qu'il y a un passage assez fort où il maintient de force le poignet pendant une seconde et ça ne la fait pas réagir plus que ça, Emma. Et il fallait qu'il y ait la révélation directe d'Anna pour qu'il réagisse. Je trouve ça légèrement dommage. Elle aurait pu réagir, avoir des doutes à ce moment-là et essayer de creuser un peu plus. C'est un peu dommage, je trouve. Ça aurait été pas mal de faire ça. Enfin bref, elles se rendent à la tour de l'horloge où Rumpelstiltskin s'apprête à aligner les étoiles avec son chapeau et à écraser le cœur de Killian pour être complètement libéré de sa dague, avoir les pleins pouvoirs, gna gna gna. Mais bon, il est toujours ultra puissant, donc même si Emma essaye un petit peu d'arrêter ça, il a son super Megasort qui pétrifie hein, légèrement, donc ouais, hein, au final, c'est à se demander pourquoi il a pas fait ça sur tout le monde, et puis merde, hein, pourquoi s'emmerder à chercher loin là-dessus, je comprends pas très bien. Donc ouais, il s'apprête à écraser le cœur de Killian, mais il est arrêté juste à temps par Belle qui a mis la main sur sa dague. Comment cela se fait-il? Eh bien, il y a quelques instants dans l'épisode, Belle a découvert par un très grand hasard que Rumpelstiltskin avait conservé son gantelet. Le gantelet magique de Camelot qui a été introduit cet épisode même et qui est censé représenter quelque chose de très fort pour elle parce que c'est le premier symbole qui montre que Rumpelstiltskin se souciait d'elle et qu'il la mettait au-dessus de certaines choses. Et ben en fait non. Ouais, non mais il y a deux trucs qui me gênent dans cet épisode et ça en fait partie ça. Donc ouais, donc grâce au gantelet magique, il a réussi à retrouver la dague que Rumpelstiltskin. Je sais pas, j'ai pas bien saisi. Est-ce que Rumpelstiltskin a gardé dans sa poche et puis Belle s'est glissée derrière derrière lui sans se faire voir. Elle est fortiche, vachement furtive la fille quoi.
Comment il a pu... je sais pas très bien en fait. Non, parce que je suis presque certain que Rumpelstiltskin a utilisé sa dague justement pour ouvrir la boîte et avoir le chapeau. Comment il a réussi à mettre la main sur la dague sans se faire repérer, à part si c'est de la mise en scène fainéante? Sans doute ça, oui, je pense. Hein, ou alors reprenez-moi, mais ouais, je pense que c'est ça. Donc, ouais, donc elle remet la main sur la dague et maintenant qu'elle a réellement son pouvoir, elle lui ordonne un tas de trucs. Donc, c'est-à-dire de relâcher Kylian, d'arrêter son sort, et elle l'amène à la sortie de la ville pour le bannir en fait, hein, dire part très loin et ne reviens jamais. Après un long discours où elle a dit ah j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bien en toi. La première fois que tu m'as sauvé, je pensais que ça signifie quelque chose, mais au final ça signifie rien pour toi parce que apparemment c'est la seule chose qui compte pour elle maintenant. Tous les moments où elle a vu qu'il montrait des signaux de quelqu'un qui pensait au bien, notamment l'histoire avec Robin des Bois, où il a décidé de l'épargner parce que sa femme était enceinte. C'est parce que par rappel pour son fils. Et d'autres moments, dans certains autres flashbacks, elle s'en branle maintenant. La seule chose qui compte, c'est le fait que ah, mais moi je croyais que tu m'avais sauvé en sacrifiant un bien que tu possédais, et en fait non. C'est la seule chose qui importe. Bon, écoutez, c'est tout à fait normal qu'elle se sente ultra trahie, etc. Et qu'elle l'ait mal et qu'elle veuille qu'il se barre. Je suis complètement d'accord, mais. C'est le fait d'insister sur ce truc-là, c'est juste histoire de dire les personnes qui ont du mal à tout suivre, rassurez-vous, on va faire une petite histoire bien contenue pour que vous puissiez rentrer dedans, même si vous n'avez pas bien suivi ce qui s'est passé avant, quoi. C'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage ça. Et ouais, donc elle nous fait tout un discours comme quoi au final il a jamais pensé qu'au pouvoir, jamais aux autres, jamais à elle et tout. En occultant complètement tous les passages où il s'est sacrifié, où il s'est montré bon de cœur en disant oh c'était rien du tout ça en fait. Enfin, j'en sais rien, mais sérieusement son sacrifice contre Peter Pan, pour moi c'était un bon moment du personnage qui apprenait petit à petit à, à voir ce qu'il y avait de juste par rapport à ses erreurs avec son fils, tout ce qu'il a fait, et tandis que son fils commençait à comprendre un petit peu que il avait, euh, il avait regretté toute sa vie de l'avoir abandonné, c'était très joli et ça montrait quelque chose de fort. Et le fait qu'il ait, au tout début de la saison, dit qu'il voulait essayer de suivre un peu les pas de son fils en voulant suivre sa bravoure, c'était beau, et puis là... et puis là, on fout en l'air tous les bons trucs qu'il a fait en disant qu'au final, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et il le nie même pas. Et. Donc, ouais, c'est des adieux déchirants hein, entre Belle et Rumpelstiltskin qui finit par être banni de Storybrooke. Ah, c'est pas la dernière fois qu'on le verra, rassurez-vous, hein, c'est un personnage bunkable, hein, on va bien entendu le reprendre. Mais voilà, c'est un peu frustrant, je trouve. C'est un petit peu frustrant. Je vais dire un truc, la résolution de son conflit est pas trop mal. La résolution de ce qu'il voulait faire est pas trop mal. Le fait que enfin Belle finit par le découvrir et que ça amène cette espèce de clash entre eux, c'est pas mal. C'est juste le texte, ce qui est choisi pour illustrer ça, c'est pas ce qui est le meilleur personnellement. Je le répète, je radote, mais voilà, j'aime pas cette évolution de Rumpelstiltskin en grand méchant. Et puis apparemment, c'est ce dernier point qui le maintenait du côté du bien, c'est-à-dire Belle, ben, c'est terminé, donc il va devenir un espèce de gros méchant. D'ailleurs, je peux parler rapidement de la petite scène de fin. Hein. Donc la scène de fin, ça se passe 6 semaines après toute cette histoire. Et il décide de retourner voir Ursula, qui est dans notre monde aussi. Voilà, dans notre monde, hors de Storybrooke, sans pouvoir, avec ses souvenirs. Je ne sais comment, vraiment, j'attends de voir qui donne une explication à ça, parce que pour moi, vraiment, mais
Sérieusement, aucune putain d'idée de comment ça peut se faire. Oui, il dit, ah d'accord, au final, j'ai décidé de me joindre à vous pour, euh, pour lutter contre les gentils. Et pour ça, il va falloir qu'on retrouve cette espèce d'auteur, oui, parce que ça va être à fond autour de l'auteur du livre. Apparemment, c'est bien parti pour être centré autour de ça la demi-saison qui suit. Et pour ça, il va falloir qu'on rencontre deux autres personnes, il dit, et il nous reste deux autres arrêts à faire. Lesquels? Parce que je vois pour Cruella, très bien, Maléfique est morte. Mais vous n'allez pas la forcer Maléfique parce que, oh mon dieu, c'est un personnage tellement populaire et tout, quoi. J'espère que non. Déjà, vous forcez le personnage d'Ursula qui ressemble pas du tout à ça, et je sens que vous allez lui donner une backstory complètement différente de celle qui est donnée dans le flashback autour d'Ariel dans la saison 3. J'espère que non, quoi. J'espère que ça va être quelqu'un d'autre. Enfin bon, quelqu'un d'autre, ça dépend, hein, ça dépend, hein, parce que si ça se trouve, on va prendre un personnage qui va me gonfler encore plus, mais c'est juste histoire de dire, quoi. D'autres arrêts, je vois pas ce que ça peut être ce deuxième autre arrêt, quoi, sur le coup. Enfin bon, pendant tout ça, on a un petit parallèle autour de Regina et Robin des Bois et leur histoire qui se conclut vaguement en quelque sorte. Et je vous cache pas que je serais pas contre que ce soit une conclusion. Voilà, étant donné que Ingrid est morte, il semblerait que sa magie de glaciation sur Marianne n'ait plus effet, donc elle peut récupérer son cœur et redevenir vivante avec son mari et son fils. Seulement voilà, Robin des Bois est toujours amoureux de Regina et pas de Marianne, et Marianne a l'air plutôt compréhensive. Elle vous dit, ok, je ne me mettrai pas en travers de votre route si Robin te choisit, t'es très, très compréhensive, à nouveau. J'allais lui dire fortiche dans ce cadre-là, mais bon. Mais voilà, donc alors que Robin dit c'est bon, même si ça va être compliqué, je décide de vivre avec toi. Oh, gros pas de bol, en fait, la glaciation de Marianne a repris. Pourquoi? Parce que il y a un reste de magie d'Ingrid qui a survécu, blablabla, excuse à la con pour ça, et donc Regina se dit il n'existe qu'un seul moyen pour faire ça. Il faut que son fils l'embrasse sur la lèvre ou un truc comme ça, et c'est bon, ce sera un geste d'amour sincère et tout ira bien. Non, c'est bon, vous le faites pas ça. Non, c'est pas ça qu'elle dit. La seule façon de la seule façon de faire en sorte qu'elle soit guérie pour de bon, c'est qu'il sorte de Storybrooke. Comme ça, la magie n'aura plus effet. Donc elle ira très bien, elle sera guérie et tout. Seulement voilà, elle ne peut pas être toute seule dans le monde. Il faut que toi et son fils vous l'accompagniez. Donc tu vas être obligé de vivre avec elle et de me laisser toute seule. Et bouhou, c'est triste, scène d'adieu déchirante, tout ça. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit attends, l'évolution de Regina au fil de cette saison, elle est très bonne. J'attends de voir encore. Parce que du début à la fin, c'est juste Regina qui est un peu prise dans. Qui est un peu déconcertée par le fait qu'elle puisse pas être avec l'homme qu'elle aime. Mais elle devient juste, elle accepte de le laisser tomber. Mais au final, il décide quand même de revenir vers lui parce qu'il ne peut pas s'échapper d'elle. Mais il décide quand même de se sacrifier pour la laisser partir ensemble. Vous savez un truc qui aurait été beaucoup plus rapide et aussi efficace que ça? Qu'elle les laisse partir dès le deuxième épisode. Donc sérieusement, toute cette intrigue amoureuse n'a rien de sensationnel. Je veux dire, il y a quelques moments qui sont plutôt jolis, je vais pas le nier. Il y a quelques moments que j'ai apprécié un petit peu, c'est pas le problème. Et je déteste pas Robin des Bois, je le trouve sympathique. Mais, ouais, c'était... Il n'y avait rien de sensationnel là-dedans. Au passage, il y a Will fait une rapide apparition lors de la scène d'adieu avec Robin des Bois, histoire de dire qu'il était là tous les épisodes à partir de l'épisode 3. Il est apparu tout le temps. Donc voilà, Will a eu une apparition, c'est dingue. Donc ouais, cette romance avec Robin des Bois qui dit je t'aime encore, mais en fait oui, mais en fait non, je peux, et au final elle les laisse partir. Je veux dire, ça aurait pu être fait à l'épisode 3, quoi.
Genre, il y a quelques petits problèmes et au final, elle décide de les laisser ensemble lors de l'épisode 3. Ils décident de partir, j'en sais rien, de repartir. D'une façon ou d'une autre, ils arrivent à trouver un moyen de repartir dans le monde des contes de fées ou un autre truc comme ça, mais cette espèce de délire. Enfin bref, je dis pas que c'était mauvais, mais extraordinaire, bien fait, super prenant ou quoi que ce soit. Non, je vois absolument rien d'ex- de super là-dedans, c'est basique pour moi. Hein. C'est du drame romantique très basique qui est censé appuyer le fait que Regina croit pas trop à sa fin heureuse, mais au final elle va y croire, mais plus trop, mais elle va finir par y recroire, puisque à la toute fin de l'épisode, alors que Kema finit par commencer un petit peu plus à copiner avec elle. J'ai bien aimé ce passage-là. Il y a Henry qui vient les prévenir pour leur dire «Eh, écoutez, j'ai fouillé l'espèce de manoir où on a trouvé le portail, etc. Et j'ai trouvé des tonnes de livres qui ressemblent trait pour trait dans la forme au livre de contes, au livre d'histoire. Et donc ça voudrait dire que c'est la maison de l'auteur. On peut trouver un moyen d'entrer en contact avec lui et de faire en sorte qu'il te donne ta fin heureuse, Regina, puisque apparemment il part du principe totalement con, je sais que je radote à nouveau, qu'apparemment c'est lui d'en décider. Et il suffit que quelqu'un dise tu vas avoir une fin heureuse, et c'est bon. Il a ce pouvoir-là, ça va partir sur ce truc-là et ça va me saouler, je vous le cache pas. Quelqu'un qui a le pouvoir de décider du destin des choses en écrivant sur un livre, alors que c'est clairement pas l'impression que ça avait donné durant les 3 premières saisons, mais bon. J'en sais rien, si ça se trouve, ils vont essayer d'utiliser ça comme excuse pour justifier certains trucs bien gros, comme le fait que Bellfire a rencontré Emma dans notre monde à nous, hors de Storybrooke, comme par hasard. Bah, ça va être l'auteur qui a décidé ça, même si normalement, techniquement, on a dit que l'extérieur de Storybrooke était complètement hermétique à la magie, mais pas par rapport à ça. N'importe quoi. Euh, j'ai l'air de m'en prendre à cet épisode de façon acharnée, mais j'aime beaucoup de choses, croyez-le ou non. J'apprécie j'apprécie un tout petit peu la conclusion autour de Rumpelstiltskin. Faut partir du principe que, d'accord, c'est quelqu'un qui s'est laissé piéger par son désir de pouvoir, et cette façon un peu tragique d'amener ça, même si certains arguments, certains tags ont été mal choisis, étaient assez fortes, j'avoue. Le copinage entre Regina et Emma et leur façon de vouloir poursuivre quelque chose ensemble avec Henry, c'était plutôt joli, j'ai trouvé, sur la fin. Euh, et pas mal d'autres petites choses. La relation, la petite scène entre Killian et Emma était plutôt jolie. Hein, voilà, il y a des petites scènes entre Killian et Emma aussi plutôt jolies et tout. Il y a pas mal de trucs, pas mal, mais voilà, et à côté de ça, il y a des trucs qui me déplaisent. Et honnêtement, je pense que ça résume beaucoup cette demi-saison, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des trucs qui me déplaisent à peu près tout le temps. Et il y a toujours des bons moments de personnage, des bonnes interactions pour arriver à contrebalancer ça et rendre le tout correct. Et c'est à peu près l'impression que j'ai sur une grosse partie de cette demi-saison. En termes d'histoire, de choix, j'ai du mal. En termes de personnages, d'interaction, de mentalité, j'aime bien. Et ça arrive un petit peu à compenser, à rendre ça correct. Voilà. Donc voilà, on part sur le fait que l'auteur est donc le possesseur du manoir, qui est très clairement apparemment le possesseur de la boîte magique qui contient un chapeau, autrement dit le sorcier. Yensid, au passage, hein, il y en a qui font toujours les malins par rapport à ça. Ça fait des lustres que je sais que le sorcier s'appelle Yensid, qui est Disney à l'envers. C'est presque de notoriété publique maintenant ce truc-là. Donc voilà, faut pas faire votre malin en disant ça, c'est vraiment évident maintenant. Hein. Ouais, voilà, donc ça va être centré un peu autour de Yensid l'histoire, avec cette espèce de ligue de méchants. Putain de merde. Qui vont essayer de s'en prendre à Storybrooke et de retrouver l'auteur de façon à changer leur destin parce que voilà, il a ce pouvoir-là.
Le truc qui me déplaît dans ce final, en fait, c'est pas tant l'histoire globale, c'est le fait, et c'est ce que ça annonce pour la suite. Ça annonce une espèce de coalition de méchants très, très comics en fait et foireuse. Sérieusement, c'est tellement foireux pour moi sur le principe. Et le fait qu'on va rechercher un auteur qui a la possibilité de prédestiner l'histoire, même s'il n'y a rien qui appuie ça avant, mais apparemment c'est sur quoi ils veulent partir. Donc, ouais, je suis pas grandement fan de ce que ça annonce, mais ce que ça montre pour l'instant, je trouvais que c'était correct. Voilà, donc j'ai pas mis, je m'attendais à détester plus d'épisodes que ça, mais honnêtement, je m'attendais pas à être aussi, à avoir le même ressenti correct sur autant d'épisodes, quoi. C'est toujours le même ressenti sur beaucoup d'épisodes dans cette demi-saison, donc je sais pas. Il y a beaucoup, je vois beaucoup de commentaires qui disent que la deuxième moitié de la quatrième saison est genre la pire partie de la série. On verra bien. Disons que ça n'augure rien de bon pour l'instant. Je sais pas, rien que le côté Cruella, ça me dit pas grand chose. Donc. Ah oui, j'ai failli oublier un tout petit truc. On voit très rapidement Elsa et Anna qui rentrent à Arendelle en montrant Christophe le moins possible parce que ce personnage n'a aucun intérêt. Ah oui, non, mais sérieusement, la série n'en a rien à foutre de Christophe, on le sent vraiment, quoi. On le force histoire de dire, avoir quelques petites répliques chaudes de temps en temps, mais c'est Anna et Elsa, Anna et Elsa. Ce qui est pas plus mal, hein. Sur le principe, ça essaye de compenser un petit peu le problème que j'avais avec le film à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on voyait trop Christophe au détriment d'Elsa. Mais- et voilà, et donc ça se termine sur une énième référence avec elle qui sent à la bonne odeur de chocolat en même temps. Ah, comme dans le film. Hein, vous savez on nous aura martelé des références au film bien grasses du début à la fin, ça n'aura pas changé jusqu'à la fin. Et donc ça a l'air de bien se terminer pour elles, puisque apparemment elles sont détrônées Hans hors champ. Hein, ce personnage de méchant est tellement insignifiant qu'on la vire hors champ, c'est pas trop grave. Et ça sent la fin, ça sent la conclusion pour cet arc qui n'aura peut-être pas de suite. Et c'est peut-être pour ça, je pense que beaucoup de gens considèrent cet arc comme pas sensationnel, parce que bon, on introduit un tout nouveau pan, une toute nouvelle région du monde des contes de fées pour, semble-t-il, peut-être que je me trompe, mais pour, semble-t-il, au final dire ça c'est arrangé pour eux. C'est bon, voilà, en 12 épisodes, c'est tout ce qu'on a fait. Donc, c'est peut-être un peu gênant, je ne sais pas, c'est peut-être un peu gênant par rapport à ça, et je peux comprendre que ce soit une des raisons qu'on n'apprécie pas trop cette demi-saison-là. Je le redis par rapport à mon épisode précédent, j'ai apprécié cette demi-saison correctement, hein, c'est clairement pas la meilleure, hein, vraiment pas la meilleure, mais ça passait grâce au personnage grandement, parce que l'histoire est très très discutable. Et on verra bien pour la suite. À bientôt pour l'épisode 13. Ciao.